En 2022, le télescope James Webb dévoile les images des plus anciennes galaxies jamais observées. Les scientifiques ont alors été stupéfaits. Elles sont bien plus massives que ce qu'on avait imaginé pour les galaxies formées aussitôt dans l'histoire de l'univers. Mais elles sont aussi bien plus nombreuses que les prédictions qu'on avait faites. De nombreuses questions voient alors le jour dans la communauté scientifique. Et si ce que l'on pensait savoir sur le début de notre univers était en fait en réalité faux? Et si les simulations sur lesquelles nos hypothèses reposent ne pouvaient finalement pas tout expliquer? Certains vont même jusqu'à remettre en question la théorie du Big Bang, qui a eu lieu il y a près de 13,8 milliards d'années. Mais alors, comment expliquer cette observation? Eh bien, vous l'aviez peut-être deviné, les trous noirs pourraient être la cause de cette apparence. Bienvenue dans ce tout nouveau récap de l'actualité spatiale. Avant de continuer, voici la question du jour à laquelle vous devez répondre en commentaire. Selon vous, quelles sont les limites de nos télescopes actuels pour observer le début de notre univers? Alors pour retourner à notre actualité, que sait-on de ces galaxies qu'on a détectées il y a quelques années? La plus ancienne de ces galaxies daterait d'à peine de plus de 300 millions d'années après le Big Bang. À ce moment-là, l'univers n'avait que 2% de son âge actuel. Et étudier des galaxies aussi jeunes est une réelle opportunité pour les scientifiques. Mais réussir à les observer, c'est aussi un réel challenge. Un challenge pourtant réussi par le télescope James Webb, lancé en 2021. Alors son but, qu'il accomplit avec brio et qu'il continue d'accomplir, est de détecter la lumière des toutes premières étoiles du cosmos. Une lumière qui peut mettre des milliards d'années à nous arriver. Mais une étude récente des nouvelles observations qu'on a pu faire a bouleversé nos connaissances sur les premières galaxies formées. Ces galaxies ne seront en fait pas aussi massives que ce que les premières observations laissent penser. Mais alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, une équipe de chercheurs de l'Université du Texas a utilisé les datas du projet CIRS obtenus grâce au télescope James Webb. Et ce qu'il a révélé a complètement remis en question les précédentes observations des premières galaxies. En effet, les premières galaxies ne seraient en fait pas aussi massives qu'on ne le pensait. Elles cacheraient tout simplement des trous noirs, particulièrement actifs qui leur donneraient cette apparence-là. Mais comment c'est possible? Eh bien, en consommant rapidement le gaz des galaxies, les trous noirs rendraient ces galaxies beaucoup plus lumineuses. Le gaz en mouvement va donc générer des frictions qui vont émettre de la chaleur et de la lumière. Et cette lumière va se confondre à celle des galaxies, les rendant plus lumineuses que si cette lumière ne venait que des étoiles présentes dans la galaxie. Sur les observations, la lumière nous donne donc l'impression que ces galaxies contiennent bien plus d'étoiles que la réalité, et apparaissent ainsi plus massives que prévu. Mais on peut se demander comment les scientifiques ont réussi à observer ça, alors que ces galaxies se situent à des milliards d'années-lumière d'ici. Eh bien, comme pour beaucoup d'autres analyses, les scientifiques ont utilisé des spectres émis par ces galaxies primitives. Ces galaxies ont d'ailleurs été surnommées petits points rouges, car c'est sous cette forme-là qu'elles apparaissent sur les images du télescope. Mais sur les spectres, les scientifiques ont été capables de détecter une preuve de déplacement rapide de l'hydrogène, un élément signature dans les disques d'accrétion des trous noirs. Et cette découverte permet donc de confirmer plus ou moins qu'une partie de la lumière provient des trous noirs et non des étoiles. Elle permet aussi de montrer que les preuves n'étaient pas suffisantes pour remettre en question la théorie du Big Bang. Certains chercheurs avaient suggéré que la masse trop importante des galaxies signifie que la théorie du Big Bang ne pouvait pas tout expliquer. Mais l'implication des trous noirs dans cette découverte a ainsi pu contredire ces suggestions. Mais il reste encore un mystère non résolu, celui du nombre de galaxies observées en 2022. Les scientifiques continuent d'observer environ 2 fois plus de galaxies massives que ce que le modèle standard prévoyait. Alors la question, c'est comment expliquer ça? Eh bien les chercheurs ont mis au point une théorie. Les étoiles se seraient formées tout simplement plus rapidement dans l'univers primitif qu'aujourd'hui. Alors pourquoi? Eh bien l'univers primitif serait beaucoup plus dense que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il aurait donc été beaucoup plus facile pour les étoiles d'utiliser le gaz environnant pendant leur formation et donc de se former plus rapidement. Et une étoile se forme quand le gaz chaud se refroidit avec une température suffisamment basse pour succomber à la gravité, et finit donc par se condenser en une ou plusieurs étoiles. Et dans notre région de l'univers, ce processus est très lent. Mais les scientifiques pensent donc qu'au début de l'univers c'était différent, et les galaxies auraient été beaucoup plus efficaces à transformer leur gaz en étoiles, ce qui expliquerait leur nombre. Alors bien sûr, c'est encore qu'une hypothèse, qu'une théorie, et les scientifiques travaillent encore sur le sujet pour essayer de résoudre toutes les énigmes qui tournent autour du début de l'univers, et donc de la formation des premières galaxies. Et étudier les premières galaxies, c'est déjà une manière de comprendre cette histoire. Les scientifiques savent déjà que les premières étoiles et les galaxies se seraient formées environ 100 millions d'années après le Big Bang. Mais leurs conditions, donc la manière dont elles se sont formées, ou encore le temps que ça a pris, reste encore un mystère. Retracer l'histoire des premiers instants de l'univers, à travers les premières galaxies, serait déjà une manière de répondre à ces questions. Et ces dernières découvertes montrent que l'univers nous réserve encore plus de secrets. Mais je vais maintenant vous laisser avec Alessandra qui va vous parler de l'actualité Sirius de la semaine. Et nous, on se retrouve juste après. C'est parti pour le récap des actualités de la semaine. On commence avec la publication d'une nouvelle étude sur l'impact de la mission DART. On vient de découvrir des conséquences inattendues de la collision de la sonde DART avec l'astéroïde Dimorphos. La force de l'impact a modifié sa forme et son orbite. Mais avant tout, la mission DART, c'est quoi ? Lancée en 2022, cette mission de la NASA avait pour but de réaliser des tests de défense planétaire. Mais en quoi ça consiste? Eh bien, les scientifiques ont voulu tester l'impact cinétique d'une sonde sur un astéroïde. C'est-à-dire qu'ils ont regardé comment le transfert d'énergie d'une collision pouvait impacter un objet touché.
Pour cela, ils ont envoyé la sonde DART vers le système de 2 astéroïdes, Didymos et Dimorphos. La sonde spatiale, lancée à très grande vitesse, a percuté l'astéroïde Dimorphos en 2022, considéré comme la lune de l'astéroïde parent Didymos. Et alors, quelles sont les conséquences ? Les chercheurs ont découvert des répercussions inattendues sur le système binaire. La collision aurait considérablement déformé Dimorphos, notamment avec la création d'un grand cratère à sa surface. Et sa nouvelle forme a grandement surpris les chercheurs. L'astéroïde aurait désormais une forme allongée, comme un ballon de football américain. Mais les scientifiques pensaient que cette forme était déjà celle de Dimorphos avant l'impact. Cette découverte suggérait qu'il avait en réalité une forme beaucoup plus plate, que les chercheurs décrivaient comme celle d'un hamburger. L'impact n'a donc pas eu les conséquences anticipées par les chercheurs, ce qui implique que sa composition serait plus complexe que ce qu'ils avaient imaginé. Mais ce n'est pas tout. La force de la collision aurait également totalement déstabilisé l'astéroïde et changé son orbite autour de Didymos. À l'origine, la lune de Didymos se comportait comme la nôtre, en ne lui montrant qu'une seule face. Le choc aurait donc désaligné Dimorphos, qui oscillerait désormais d'avant en arrière, lui donnant une orbite chaotique et imprévisible. Et quelles sont les conséquences pour Didymos ? Il n'y en a pas tellement. Même si la collision a créé des débris, Didymos n'a pas été déformé, ce qui suggère qu'il est suffisamment ferme et rigide pour conserver sa forme. Malgré tout, ces débris ont joué un rôle dans la perturbation de l'équilibre entre Didymos et sa lune Dimorphos. Les études continuent d'observer le système. Le temps que prend l'astéroïde pour retrouver sa stabilité autour de Didymos nous permettra d'en apprendre davantage sur sa structure interne. Mais ça aidera aussi les chercheurs à affiner et calibrer des futurs modèles de prédiction de défense planétaire. En 2026, l'ESA a prévu d'envoyer la mission Hera pour évaluer les propriétés des 2 astéroïdes pour la première fois et nous donner une analyse plus détaillée de la mission DART et de ses implications pour l'avenir. Une nouvelle ère est sur le point de s'ouvrir dans l'exploration spatiale. Il serait bientôt possible d'obtenir des images encore plus nettes des objets les plus fascinants de l'univers, comme les trous noirs. Et ça, grâce à l'Event Horizon Telescope. Mais avant tout, quelle est la particularité de ce télescope ? L'EHT, Event Horizon Telescope, est un télescope un peu spécial, puisqu'il s'agit d'un réseau international de radiotélescopes répartis sur plusieurs continents. L'objectif est de créer le plus grand radiotélescope virtuel géant du monde. Et ce télescope est très grand, puisqu'il a un diamètre équivalent à celui de la Terre. Et donc, pourquoi utiliser ce télescope en particulier ? Tout simplement parce qu'il a permis de prendre la toute première photo d'un trou noir en 2019, celui qui se cachait au cœur de la galaxie M87. Et c'est également grâce à lui que nous avons pu obtenir une photo du trou noir au centre de notre galaxie, Sagittarius A, en 2022. Pour rappel, les trous noirs sont des objets célestes extrêmement denses, que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Et avec l'aide du EHT, les chercheurs espèrent franchir une étape majeure dans notre compréhension des trous noirs, débordant de secrets. De quoi sont composés les trous noirs ? Comment fonctionnent-ils ? Que se cache-t-il en leur centre ? Voilà les questions qui fascinent les scientifiques depuis des années maintenant. Et comment comptent-ils y répondre ? Grâce à des nouvelles observations à des longueurs d'onde plus courtes que celles utilisées précédemment. Ils espèrent obtenir des images plus nettes et plus détaillées, parce que plus la longueur d'onde est courte, plus la résolution potentielle sera meilleure. Les images devraient être près de 50% plus nettes que les précédentes. Et les scientifiques sont optimistes. Ils espèrent que ces observations révéleront des nouvelles propriétés sur les trous noirs, certaines qui n'auront même pas été prédites. Pour ça, les scientifiques ont prévu de viser des trous noirs supermassifs au centre des galaxies proches. Et les images que l'on espère recevoir auraient un niveau de détail équivalent à avoir un bouchon de bouteille sur la Lune depuis la Terre, expliquent les scientifiques. Mais ce n'est pas tout. Avec cette nouvelle technologie, les chercheurs espèrent aussi réaliser des sortes de vidéos à partir des nouvelles observations. Pourquoi ? Pour mieux comprendre comment la matière est attirée et consommée par un trou noir. Ce télescope promet de nous offrir des images de plus en plus détaillées des secrets de notre univers. Et les scientifiques espèrent en décoder les mystères avec une technologie de plus en plus efficace. On a récemment observé la fusion de 2 galaxies lointaines, situées à 12,8 milliards d'années-lumière de nous. Alors tout ça a pu être fait grâce au radiotélescope ALMA, qui a observé ces 2 galaxies se rapprocher. En fusionnant, elles vont former ce qu'on appelle une galaxie monstre, qui est l'un des types d'objets les plus brillants de l'univers. Cette nouvelle galaxie résultante est assez importante pour comprendre l'évolution des galaxies et des trous noirs lorsque notre univers était encore relativement jeune. Mais est-ce qu'on a des informations sur ces galaxies ? Eh bien oui, car le radiotélescope ALMA a pu fournir pas mal d'informations sur ces galaxies en fusion. Notamment le fait que ces galaxies abritent de faibles quasars en leur centre. Alors pour faire simple, un quasar est un trou noir supermassif au centre d'une région extrêmement lumineuse, notamment à cause d'une forte activité stellaire qu'on appelle un AGN,
pour noyaux actifs de galaxies. Ces trous noirs ont une masse comprise entre quelques millions et quelques milliards de fois la masse du Soleil. Ces quasars brillent plus fort qu'une galaxie entière lorsqu'ils consomment de vastes quantités de matière interstellaire. Mais la particularité des quasars contenus dans ces galaxies éloignées est que le trou noir supermassif en leur centre dépasse le milliard de fois la masse du Soleil, alors que l'univers était âgé de moins d'1 milliard d'années. Suite à ces observations, la question est de savoir qu'est-ce qui déclenche une croissance aussi rapide des trous noirs supermassifs. En d'autres termes, pourquoi on observe des trous noirs aussi massifs alors que l'univers était aussi jeune? Quel mécanisme rentre en jeu? La question n'est pas simple, mais la théorie la plus acceptée et actuellement testée est que lorsque deux galaxies riches en gaz fusionnent pour former une seule galaxie plus grande, une partie du gaz forme des étoiles, et l'interaction gravitationnelle des deux galaxies provoque la chute de l'autre partie du gaz vers le trou noir supermassif d'une des deux galaxies. Et tout ça provoque une activité accrue du quasar, renforçant sa masse. De même que pour la galaxie monstre. L'étude du quasar jeune permet également de mieux comprendre la formation des galaxies et trous noirs dans l'univers primitif. Étant donné que les quasars actuels sont très lumineux et que ceux détectés grâce à ALMA ne le sont pas, ils pourraient être les ancêtres des quasars les plus brillants et les plus massifs de l'univers primitif. C'est-à-dire que les quasars primitifs et ceux actuels pourraient être en réalité le même objet astrophysique, mais séparés de plusieurs milliards d'années. Mais répondre à cette question impliquerait d'autres collaborations dans d'autres domaines astrophysiques, comme ce qu'il s'est passé avec le télescope Subaru il y a quelques années. Car je vous ai menti, ou du moins pas tout dit. Ce n'est pas le radiotélescope ALMA qui a détecté ces objets astrophysiques en premier, mais un autre télescope qui se nomme Subaru il y a quelques années. En fait, ALMA et Subaru sont différents et n'observent pas la même chose. Subaru a observé cette région du ciel en premier et a détecté pour la première fois les trous noirs de ces galaxies. Mais c'est bien le radiotélescope ALMA qui a pu observer l'actuelle fusion entre elles. Et donc, le télescope Subaru a découvert un système avec deux quasars de très faible luminosité, soit environ 10 à 100 fois plus faibles que des quasars actuels. Ces deux quasars ont existé quand l'univers était âgé de 900 millions d'années, ce qui signifie que les quasars sont jeunes, et encore au premier stade de leur évolution. ALMA, lui, permet de cartographier les galaxies hautes des quasars, et dans ce cas précis, il a découvert une sorte de traînée de gaz et de poussière, reliant les deux galaxies, ce qui indique qu'elles sont en train de fusionner. Par ailleurs, ces observations ont aussi permis de mesurer la quantité de gaz, l'élément nécessaire à la formation de nouvelles étoiles, et on en a conclu que ces deux galaxies sont très riches en gaz. En plus de ça, la fusion va aussi déclencher un starburst, c'est-à-dire une augmentation rapide de la formation d'étoiles. Donc, la galaxie monstre sera un objet astrophysique extrêmement brillant, avec une très grande activité stellaire. Cette découverte faite par ALMA et étudiée par les scientifiques représente une avancée significative dans l'identification des ancêtres des quasars à haute luminosité, c'est-à-dire les objets célestes les plus brillants de l'univers primitif. Des physiciens ont découvert des ondes gravitationnelles particulières. Déjà, pour resituer, les ondes gravitationnelles sont des perturbations ou vibrations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière dans le vide. Elles ont la propriété assez surprenante de ne presque pas interagir avec la matière, contrairement à la lumière par exemple. Les ondes gravitationnelles se créent lorsque des corps massifs accélèrent dans la toile de l'espace-temps. On a pu détecter les toutes premières ondes gravitationnelles grâce à deux détecteurs spéciaux et très précis, nommés LIGO et Virgo, en observant la fusion de deux trous noirs le 14 septembre 2015. Et depuis, on a détecté presque que ce genre de signal, qu'on appelle les coalescences de binaires compacts. Mais le 29 juin 2023, les scientifiques ont observé un phénomène qui laisse penser à la détection d'ondes gravitationnelles provenant non pas de deux trous noirs, mais du Big Bang lui-même. Alors, pourquoi pensent-ils cela et quelle est la différence entre des ondes gravitationnelles provenant des coalescences de binaires compacts et du Big Bang? Depuis 2015, on arrive très bien à simuler et anticiper les signaux d'ondes gravitationnelles. C'est d'ailleurs comme ça que les astrophysiciens arrivent à déterminer la masse des objets qui fusionnent, grâce à l'étude du signal mesuré. Ces signaux ont une certaine forme, mais on a mesuré un nouveau signal grâce à un détecteur composé de pulsars. Pour être plus précis, les scientifiques supposent que ces ondes gravitationnelles sont issues de l'univers lui-même, et non pas de son contenu. Pour faire simple, les pulsars tournent sur eux-mêmes à des fréquences très régulières, et lorsqu'une onde gravitationnelle traverse un pulsar, alors sa vitesse de rotation oscille et varie légèrement. Maintenant, imaginons qu'on ait une cinquantaine de pulsars formant un réseau. On arriverait à mesurer des signaux très particuliers, encore jamais mesurés, comme ceux issus du Big Bang. Et c'est ce qu'il s'est passé.
car on a observé que ces ondes étaient à basse fréquence, ce qui est inédit. Cette prouesse a pu être détectée par l'observatoire nord-américain NanoGrav, en mesurant des fréquences de l'ordre du nanohertz. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'ondes gravitationnelles issues de l'univers primordial, créées par les transitions de phase du plasma primordial. Mais je m'explique. Les transitions de phase, c'est le nom compliqué pour dire que les propriétés et le comportement de la matière varient soudainement, comme quand elle change d'état. Par exemple, si on refroidit de l'eau liquide, elle se transforme en glace, et donc on a une transition de phase ou un changement d'état. En l'occurrence, la solidification. Eh bien, dans le plasma primordial, les transitions de phase, supposées super froides, ont créé des mouvements de turbulence et des perturbations, ce qui fait varier la pression et la densité, et donc la gravité, ce qui a généré des ondes gravitationnelles. À l'heure actuelle, on ne peut qu'observer le Big Bang 380 000 ans après son apparition, à cause de certains phénomènes complexes. Cette lueur primitive s'appelle le fond diffus cosmologique. Mais on ne peut pas la voir plus tôt car la lumière ne pouvait pas se propager librement dans l'espace. Mais comme les ondes gravitationnelles n'interagissent pas avec la matière, alors on pourrait obtenir des informations importantes sur l'univers primordial et des détails sur les débuts du Big Bang. Alors attention, car il y a quelques informations à prendre avec des pincettes, car les chercheurs indiquent aussi que ces ondes-là ne sont probablement pas d'origine super froide. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Ça suppose que l'hypothèse n'est pas 100% viable à moins de découvrir l'existence d'une nouvelle physique beaucoup plus riche qu'on ne connaît pas encore. Mais ça, c'est le travail des physiciens théoriciens. En tout cas, les recherches ouvrent la porte aux transitions de phase super froides, en particulier celles qui auraient pu se produire au début de l'univers. Il est également possible que ce soit des transitions de phase produites par des cordes, provenant de la théorie des cordes, ce qui en ferait une des premières observations en faveur de cette théorie-là. Les ondes gravitationnelles et surtout leur détection en sont qu'à leur début, car ça fait moins de 10 ans qu'on a pu en observer. La technologie et la compréhension de ces phénomènes sont assez nouvelles. Le nouveau détecteur spatial basse fréquence LISA permettrait de détecter plus précisément ce type de signal stochastique, avec un lancement prévu en 2035. Donc, comprendre ce domaine nous aidera à comprendre les questions les plus fondamentales sur l'origine de l'univers. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau récap. C'était Sirius, bye.